Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va continuer ce colloque avec cette session qui porte justement sur les déplacements. Donc, sur les déplacements à la fois en termes de problématiques, de disciplines, à partir de l'œuvre d'Étienne. Vu qu'on a pris beaucoup de retard, je vais... Bon, je vais quand même me limiter, me maîtriser. Moi, je voulais juste dire une chose pour introduire cette table ronde qui m'est venue justement d'une discussion avec Étienne, une discussion très intéressante puisqu'on avait l'occasion, comme d'autres, de partager effectivement des pratiques de recherche à partir de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie. Et Étienne m'avait une fois dit deux choses dans la même occasion. Il m'avait dit une des différences, disons, méthodologiques entre la sociologie et la philosophie, c'est que les sociologues sont astreints à l'observation. Et il me disait, vous avez une méthode scopique de construction de la réalité sociale, c'est-à-dire que vous devez observer les choses. Je pense que c'est une démarche qui est propre aussi à l'historien, par l'observation des archives. Et voilà, par là, je pense qu'il posait une question intéressante sur l'administration de la preuve, au fond. À partir de quelle pratique de recherche, d'observation du réel ou pas, peut-on construire un savoir qui vaut pour le monde social. Et puis la deuxième chose que je trouve encore plus intéressante, parce que là, c'est vraiment une manière d'envisager la question politique. On a dit ce matin, justement, que Étienne nous a aussi appris à penser le politique en dehors de son appréhension purement institutionnelle, le politique étant le domaine de l'action en commun contre la domination, de l'apparition publique. Et ça ouvre tout un tas de perspectives pour la sociologie ou la science politique encore plus, qui tend à réduire la politique à ses manifestations organisées, institutionnalisées, notamment à l'action collective. Il m'avait dit il faudrait peut-être essayer de déplacer l'interrogation en sciences sociales sur la politique en passant d'une analyse des conditions sociales de possibilité de la politique à une analyse en termes de conditions politiques de possibilité du social. Alors, vous savez qu'Étienne aimait beaucoup les jeux de mots, mais là, il n'y a pas qu'un jeu de mots innocent. Je trouve qu'il y a toute une démarche de recherche très importante, puisqu'il s'agit de comprendre d'une certaine manière comment le lien social, les relations sociales, les conduites qui se tissent dans l'action politique, telle qu'il entendait, construisent effectivement le monde social et la société. Alors qu'en sciences sociales, on tend plutôt à dire, voilà, qu'est-ce qui rend possible l'action politique du point de vue de l'organisation de la société. Voilà, donc je pense que nos trois intervenants d'aujourd'hui vont tous, à partir d'objets différents, proposer quelque chose à partir de ce programme d'analyse des conditions politiques de possibilité de la vie sociale. Donc je les présente dans l'ordre. Alors là, j'ai plus le programme qui était... Voilà. On va les présenter. Voilà, pardon. Donc le premier intervenant est Jérôme Truc, qui est donc sociologue et qui a travaillé initialement sur la question du cosmopolitisme, à partir de laquelle il a proposé un croisement de la philosophie cosmopolitique d'Étienne Tassin et de la sociologie de Zimmel, et qui travaille actuellement sur l'élection sociale aux attentats, avec une comparaison entre l'Espagne, la France et les États-Unis. Donc il interviendra sur assumer la sociologie, se former aux sciences sociales en dialogue avec Étienne Tassin. Le deuxième intervenant, donc à ma droite, est Manuel Cervera-Marzal, qui est lui politiste à l'université Aix-Marseille, et qui a travaillé sur
beaucoup de sujets différents, sur l'insoumission, sur la question des intellectuels, plus récemment sur les fake news, mais qui poursuit un travail de longue haleine sur les militants de Podemos, un travail de recherche empirique, qui interviendra donc sur l'intelligence philosophique de la politique, Étienne Tassin et la sociologie. Et puis enfin, Valentine Leborgne de Boiriou, qui est chercheuse à l'Istituto Gino Germani de l'Université de Buenos Aires, en théorie politique, et qui interviendra, qui a mené des recherches importantes aussi sur la politicité des classes populaires, et donc les revendications politiques dans les barrios en Amérique latine, plus particulièrement en Argentine, et qui interviendra donc sur, pour une philosophie de terrain, éprouver la pensée du politique. Voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Jérôme. Merci beaucoup Federico. Merci aussi aux organisateurs de ce beau colloque en hommage à Étienne. Merci au laboratoire du changement social et politique. Je le dis en entier parce que l'acronyme, on s'en est rendu compte hier, est difficile à prononcer. Je dois avouer que moi aussi, j'ai eu pas mal de mal à préparer cette communication. Elle m'a obligé à faire ce que depuis le décès d'Étienne, je n'avais pas voulu faire, c'est-à-dire regarder derrière, revenir en arrière sur ma trajectoire avec lui. Étienne, en fait, je m'en suis rendu compte à cette occasion, est le seul maître qui m'ait suivi, c'est à dessein que j'emploie le terme de maître le concernant, de ma licence, de ma première année à l'école normale supérieure, où je l'ai eu comme enseignant, je vais y revenir, jusqu'à ma thèse, parce qu'il a participé à mon jury de thèse. Ce qui veut dire qu'il m'a accompagné pendant toute ma formation intellectuelle. Je l'ai rencontré, j'étais un tout jeune étudiant, pas encore bien dégrossi, qui avait eu son bac depuis 2 ans, et puis et on ne s'est pas quitté, puisque le dialogue a continué, il a été interrompu par son décès, mais bref, il m'a porté jusqu'au rivage de mon entrée au CNRS comme chargé de recherche, et je sais qu'il y en a d'autres pour qui ça s'est passé aussi de la même manière. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce compagnonnage avec Étienne implique qu'en fait, il m'a apporté plus que tout autre, non seulement sur un plan intellectuel, mais aussi personnel, humain. J'ai vraiment le sentiment d'être devenu non seulement un chercheur, mais aussi un adulte dans un dialogue avec lui. Je tiens à souligner qu'il fut pour moi en toute chose un exemple, et qu'aujourd'hui je me retrouve encore bien souvent à me demander, et on l'évoquait il y a encore quelques instants, parce que là aussi je sais que je ne suis pas le seul, je me demande souvent que ferait Étienne, que dirait Étienne, qu'en penserait Étienne. Bon. Et donc voilà, j'ai encore du mal à me dire qu'il n'est plus là aujourd'hui, pour que je puisse me tourner vers lui et savoir vraiment ce qu'il en pense, ce qu'il en dirait, etc. Alors je pense qu'il faudra un jour, sans doute, expliciter et analyser en profondeur les rapports d'Étienne à la sociologie. On a commencé à en débattre, on va continuer à le faire. Et c'est pas du tout ce que je ferai là, moi, ici. Je voudrais me consacrer simplement à une tâche beaucoup moins ambitieuse. Je voudrais simplement porter témoignage. C'est-à-dire m'inscrire dans le sillage de ce qu'a pu faire Laurent Fleury hier, et qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc porter témoignage de l'enseignant qu'était Étienne, de sa relation avec ses étudiants, puisque finalement, jusqu'à présent, il a beaucoup été présent, on a beaucoup parlé au travers de son œuvre, de sa pensée, et finalement lui-même, on le sait tous ici, était très attaché à cet autre registre de l'activité humaine qui est l'action, qui est l'agir. Et là, donc, en l'occurrence, je voudrais l'évoquer à travers son action pédagogique. Voilà. Je voudrais le faire à 2 titres, donc porter témoignage à la fois individuellement, revenir sur ma rencontre avec lui et la façon dont il a donc influé de manière décisive sur ma trajectoire. Et alors, avec ce paradoxe qui est que je suis devenu sociologue dans mon dialogue avec lui, alors que ma rencontre avec lui se fait initialement sur la base d'une appétence très forte pour la philosophie. Bon. Et puis de porter témoignage aussi collectivement de quelque chose dont il n'a pas encore été question ici, qui est en fait, parce que c'est quelque chose de relativement méconnu, je pense aussi, l'importance qu'a eu Étienne dans la formation de plusieurs générations de chercheurs en sciences sociales françaises, qui sont aujourd'hui à des postes clés dans beaucoup d'institutions, d'universités, le HESS, le CNAM, j'en passe, et au CNRS évidemment, dans la mesure où Étienne Tassin a été chargé de cours au département de sciences sociales de l'ENS Cachan, où il était donc le professeur de philosophie pendant une quinzaine d'années. Et donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré en rentrant moi-même dans cette institution. Bon.
Donc je commencerai par ça, donner ce tableau, restituer, apporter témoignage de cette dimension collective, liée au fait donc que Étienne a enseigné dans ce département de l'ENS donc Cachan, qui depuis désormais est devenu l'ENS Paris-Saclay, du milieu des années 90 jusqu'en 2008. Quand la charge en fait de ses responsabilités à Paris 7 a commencé à devenir trop importante, et je me souviens d'avoir parlé avec lui, c'était à regret qu'il avait laissé ce cours qui de toute façon était prêt. C'était surtout donc en fait il faisait le même cours, et c'était les personnes qu'il rencontrait et les interactions qu'il pouvait lier avec eux dans ce cadre-là qui avait stimulé, porté pendant cette quinzaine d'années où il a fait ce travail-là. Et donc il a vu passer finalement des centaines de normaliens en 15 ans, dont une bonne partie, comme je vous le disais, est aujourd'hui en poste à l'université. Et au moment de son décès, quand j'ai relayé la si terrible nouvelle auprès des anciens élèves du département de sciences sociales de l'ENS Cachan, je dois dire que j'ai découvert l'importance qu'il avait pu avoir à ce point-là, au-delà de mon cas personnel, parce que j'ai reçu de nombreux témoignages notamment de chercheurs qui étaient devenus entre-temps économistes, statisticiens, et qui expliquaient que ils étaient rentrés à l'ENS, ils n'aimaient pas la philosophie, ils étaient là en sciences sociales, pas au département de philosophie, et que en fait, ils avaient quand même aimé la philosophie grâce à Étienne. Qui s'étaient mis à l'aimer, alors un peu tard du coup, parce qu'ils avaient déjà fait leur choix à ce moment-là, ils n'allaient pas devenir philosophes, mais ils s'étaient mis à l'aimer grâce à lui. Et de nombreux témoignages donc de cette nature-là, de gens me disant c'était pas mon truc la philosophie, mais quand même les cours d'Étienne Tassin c'était quelque chose. Souvenir d'un enseignant marquant, lumineux. Alors c'est vrai que moi du coup en relisant ça, pour préparer cette communication, je me suis est revenu à mon esprit cette image effectivement qui me reste d'Étienne avec son sac à dos, toujours son sac à dos. Donc il sortait une pile de livres pour nous faire court, avec en somme quelque chose comme l'attitude d'un Indiana Jones de la philosophie politique, vous voyez. D'autant plus contrastant que finalement on avait d'autres enseignants en sociologie qui eux étaient plutôt en costard cravate, qui n'avaient pas de sac à dos, et donc il semblait, on va en reparler du rapport au terrain, il semblait souvent que il était plus en contact avec le terrain, qu'il revenait du terrain comme un Indiana Jones donc de la philosophie politique, davantage que certains sociologues. Bon. Et donc, juste à titre d'exemple, je vous cite cet extrait d'un message que j'ai reçu donc après le décès d'Étienne, d'Olivier Lenoé, que vous connaissez peut-être pas, que j'ai aussi eu par ailleurs ensuite comme enseignant à l'ENS Cachan, qui est sociologue et qui dirige aujourd'hui mon laboratoire, où je suis donc chargé de recherche, l'Institut des sciences sociales du politique, qui se trouve être l'un des principaux laboratoires de sociologie, de sciences politiques du CNRS. Et donc Olivier Lenoé m'écrivait « J'avais eu la chance de suivre les cours d'Étienne Tassin quand j'étais élève à Cachan, comme beaucoup d'autres. Je n'ai jamais manqué une seule de ces séances, même si je n'avais pas une formation extraordinaire en philosophie. J'étais absorbé par son enseignement. J'ai encore ses cours. Je les ai conseillés à mes enfants quand ils ont fait de la philo au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Ton message m'a retourné. » Et donc voilà, c'est la première chose que je voudrais souligner. Je pense très profondément que sa reconnaissance institutionnelle de son vivant, on en parlait hier, pourquoi est-ce qu'il a eu du mal à publier ses derniers manuscrits, le fait qu'il rentrait pas dans les clous, on va dire, est en total décalage avec son rayonnement pédagogique. On a été un peu question hier. Là, je voudrais quand même insister sur ce fait que, mine de rien, un bon nombre de sociologues français aujourd'hui, contemporains, doivent l'essentiel de leur culture en philosophie politique à Étienne Tassin. Et donc voilà, Étienne tenait aussi à ce dialogue-là avec ses étudiants qui, entre-temps, se destinaient à devenir chercheurs, donc on était dans aussi une disposition d'esprit qui prédisposait à ce dialogue-là. C'était important pour lui parce que c'était un vrai pédagogue, comme je n'en ai pas connu d'autres, vraiment. Là aussi, hier, il était rappelé qu'il a commencé à enseigner dans une école normale d'instituteur. Dans sa vidéo très émouvante qu'on a pu revoir hier matin, il évoquait son entrée dans Arendt à partir de ce texte sur la crise de l'éducation. Et donc voilà, c'était non seulement un philosophe et un penseur, comme Hannah Arendt, parce que je pense qu'il était plus qu'un philosophe, il était un penseur du politique. Il était en même temps un pédagogue, très attaché à la transmission pédagogique. Et en ce sens-là, il donnait des outils pour penser le monde et y agir. Et c'est en ce sens-là donc, qu'il m'a marqué considérablement, puisque donc, ma rencontre avec lui, elle s'opère précisément au moment où je m'ouvre au monde, que je deviens adulte. J'ai tout juste 20 ans depuis quelques mois, je viens de rentrer comme élève à l'École normale supérieure de Cachan, et les attentats du 11 septembre viennent de se produire.
Attentats mais depuis quelques jours seulement. C'est-à-dire que le jour de la rentrée, c'est les attentats du 11 septembre. Bon. Et nos cours avec lui commencent quelques jours après. Donc. Et ces attentats, comme vous vous en doutez, m'ont à ce point touché, moi, personnellement, que je vais y consacrer in fine ma thèse quelques années après. Bon. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis obsédé par la question du cosmopolitisme, de l'émergence à l'échelle mondiale d'une société humaine universelle, et je me retrouve passionné autant par la philosophie que par les sciences sociales. Donc effectivement, ça ne pouvait pas mieux tomber que de rencontrer Étienne Tassin à ce moment-là dans ma vie. Alors je sais déjà que je veux devenir enseignant-chercheur, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu rentrer à l'ENS Cachan et pas aller ailleurs, et je suis probablement celui de ma promotion qui en est le plus convaincu. Et c'est pour ça que vraiment, avec Étienne, ça va marcher assez fort. Et donc, il va avoir cette influence décisive sur moi, mais en même temps paradoxale. Alors hier, il rappelait aussi que son intérêt pour Arendt tenait à son goût des paradoxes qu'on trouve chez Hannah Arendt. Là, ce qu'il y a de paradoxal, donc, c'est que finalement, c'est lui, Étienne Tassin, qui, plus que tout autre dans ma trajectoire, alors qu'il est philosophe, va m'amener à assumer pleinement ma vocation de sociologue. Parce qu'au moment où je le rencontre, je suis encore dans l'idée que pour faire des bonnes... Enfin, je le pense encore d'ailleurs aujourd'hui, que pour faire des bonnes sciences sociales, il faut une formation de base en philosophie. Alors, il se trouve que la trajectoire des disciplines, l'institutionnalisation fait que aujourd'hui, la norme en fait est de devenir sociologue sans avoir fait de philosophie. Mais moi, je continue à être convaincu qu'il faut en avoir fait un minimum. Et partant du principe que les grands sociologues, Durkheim, Simmel, mais même plus récents, Boudon, Bourdieu, alors pas Touraine, lui il a agrégé l'histoire, mais enfin voilà, ont une formation de philosophie, sont même des fois agrégés de philosophie. Moi à ce moment-là, je suis encore dans l'idée que, je sais pas, je passerais bien l'agrégation de philosophie plutôt que celle de sciences sociales, bon. Et c'est finalement dans le dialogue avec Étienne Tassin vraiment que je vais me rendre compte que non, moi, ma vocation, c'est pas de passer l'agrégation de philosophie, mais plutôt bien celle de sciences sociales. Alors, au moment où je le rencontre, en fait, voilà, ma culture philosophique, elle est finalement très faible. Je suis essentiellement marqué par un texte de Kant, l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, que j'ai eu l'occasion de lire en terminale, et qui a été pour moi une véritable révélation. Et il se trouve que ce texte, donc voilà, j'ai surtout lu Kant, s'accorde assez bien avec le néo-kantisme des premiers sociologues que sont en particulier Durkheim et Simmel, qui sont ceux que j'ai essentiellement lus, que je lis essentiellement à ce moment-là au début de ma formation. Et donc dans le cadre du cours d'Étienne Tassin, à la fin, on est libre de lui rendre un devoir écrit, une dissertation, en guise de devoir de validation, mais sur le sujet qu'on veut. Et donc moi, je lui rends un devoir sur individualité et universalité, avec une majuscule aux deux mots, individualité, universalité, 2 points, le problème du cosmopolitisme. Bon. Donc 11 pages Word en interligne simple, et auquel il met 17. Je vais aller ressortir cette copie... Voilà, parce que j'avais été marqué par son appréciation et je me souvenais plus exactement par quoi. Et il se trouve que voilà, dans son appréciation, il y a 2 choses qui m'ont vraiment marqué durablement. Et c'est rare, parce que c'est la seule appréciation de ma vie. J'en ai fait des copies, c'est la seule qui m'est marquée comme ça. Parce que d'abord, il avait fait une petite remarque gentiment ironique sur les majuscules que je mettais à humanité et à histoire. 2 grands H m'avait-il mis entre parenthèses, bon, voilà. C'était mon petit côté hegelien de l'époque. Et il visait là très justement ma tendance de cagneux à réifier et à fétichiser des concepts, à vouloir m'embarquer dans le ciel des grands concepts et à faire penseur avec ça. Et tout de suite, il m'a expliqué, il m'a fait comprendre que non, ça fonctionnait autrement et que lui précisément, sans mettre des majuscules, il pensait beaucoup plus finement et beaucoup plus précisément. Bon. Et l'autre remarque, c'était qu'il m'expliquait... Alors je le cite, qu'il lui semblait, il avait bien écrit qu'il lui semblait que la perspective arendtienne était plus conséquente pour essayer de régler le problème que j'avais posé là, celui du cosmopolitisme. Quand même, quand moi à l'époque, voilà, je n'avais pas encore lu son œuvre, ni le Trésor perdu, ni le Monde commun qu'il était encore en train d'écrire à ce moment-là. Voilà, Arendt en l'occurrence, je ne l'avais pas lu. Et il terminait cette appréciation donc, en disant voilà ce dont nous devons parler. Et c'est extraordinaire ce dont nous devons parler, parce que jamais j'avais vu un enseignant qui m'écrivait sur une copie, en gros, après la correction, il faut qu'on discute. Et donc, on s'est vu, on a parlé pendant plus d'une décennie, et nous parlerions encore aujourd'hui, si seulement. Et donc, ce dont on a parlé, c'est d'abord du fait qu'il pensait qu'il fallait que je lise Hannah Arendt. Donc, en bon élève, j'ai lu Hannah Arendt, et puis effectivement, comme ça a fonctionné pour lui, je suis rentré dans Hannah Arendt, et puis j'ai tout lu, jusqu'à consacrer ensuite moi-même un ouvrage à Hannah Arendt. Et puis ensuite, j'ai surtout lu Un monde commun. Il m'a expliqué qu'il m'a parlé de ce livre qu'il était en train d'écrire. Et donc, 1 an et demi après, pendant que je préparais l'agrégation donc, de sciences sociales, je me suis mis à lire Un monde commun. Et c'est une lecture, comme j'en ai peu connu, Michel Lagier décrivait tout à l'heure sa lecture où il a noté, surligné, etc. Moi, c'était pareil. Ça a été, je préparais l'agrégation et à côté, je me souviens très bien, dans ma chambre d'étudiante, de manière fiévreuse, à noter à chaque page Un monde commun. Ce qui m'a conduit à
publié une recension de l'ouvrage, qui je crois à l'époque ma première recension, dans la revue Droit et Société, que dirigeait à l'époque celui qui avait dirigé ma maîtrise de sociologie, Jacques Comaille. Bon. Et puis surtout, alors voilà, Étienne, et ça c'est typiquement Étienne, je crois, qui m'invite ensuite à discuter son livre au collège de philosophie, aux côtés de Migaud Labinsour, Étienne Balibar, Monique Chemier-Gendreau et Éric Leclerc. Bon, voilà. Moi, tout juste sorti de mon agrégation, vous voyez, bon. Et voilà, c'était Étienne, une remarquable marque de considération, caractéristique du rapport qu'il pouvait avoir avec ses étudiants et ses doctorants. À la suite de l'intervention de Laurent hier, j'en parlais avec lui, il consacrait à ses étudiants un temps fou. Le mail qu'il nous a relu hier, il prend du temps à écrire. Et ce temps était la marque de la considération qu'il portait ses étudiants, et à tous ses étudiants, y compris les étudiants qui n'étaient pas encore en thèse, comme moi à ce moment-là. Bon. Et alors, quand on sait, voilà, il prenait ce temps-là pour ses étudiants, en plus de tout le reste, des charges, des cours à préparer, des charges administratives qu'il pouvait avoir, et je trouve que c'était assez extraordinaire quand on sait que par ailleurs, il passait son temps à rouspéter après le fait qu'il n'arrivait pas à travailler sur ses manuscrits, à écrire, etc. Si aujourd'hui il nous laisse avec une œuvre inachevée, c'est aussi parce qu'il a consacré beaucoup de temps à ses étudiants. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que c'est notre devoir que de continuer à faire travailler son œuvre, sa pensée, et sa manière d'être au monde à travers à la faire vivre nous-mêmes. Bon. Et donc, à l'époque, dans ce cadre-là, mon collège de philosophie, il me permet à l'époque d'assumer mon regard propre d'apprenti sociologue sur son travail de philosophe politique. Et je livre donc un exposé qui s'intitule « La portée sociologique d'une cosmopolitique des conflits », qui est avec, je me souviens, en guise de bizutage, Étienne Balibar à côté de moi qui fait mine de s'endormir pendant que je parle. C'était assez mignon. Ça l'avait fait rire moi aussi. Bon, voilà. Et donc ensuite vient le projet de livre Assumer l'humanité, donc auquel le titre de mon intervention là aujourd'hui fait un gentil écho. Ce projet de livre, voilà, c'est le résultat de ce conseil de lecture, lisez Arendt. Ça va vous permettre d'aller plus loin dans le règlement de ce problème que vous avez avec le cosmopolitisme. Et donc voilà, le projet d'assumer l'humanité, c'est un besoin en quelque sorte de régler son compte, de régler leur compte à des préoccupations d'ordre théorique qui m'obsèdent à ce moment-là, autour de la question de la responsabilité pour le monde à l'échelle globale. Et avant de m'engager pleinement dans une carrière de chercheur en sciences sociales. Parce qu'à ce moment-là, du coup, après avoir déjà dialogué depuis 2-3 ans avec Étienne, j'ai le sentiment que c'est comme ça, en fait. En gros, si Étienne Tassin n'avait pas existé, ce que j'aurais voulu faire, c'est peut-être être Étienne Tassin moi-même, et que là, comme il se trouve qu'il existe et ce qu'il fait est formidable et que j'arrive pas à sa cheville, en fait, je vais plutôt faire autre chose, vraiment assumer la sociologie, et que mon dialogue avec lui n'en sera que plus riche et fécond dans la mesure où, effectivement, je vais assumer le terrain, l'enquête, l'observation. Bon. Donc assumer, et alors là, j'insiste vraiment là-dessus, du coup, la science sociale, avec un impératif du terrain, une méthodologie propre. Bon. Et donc, je prends une année sabbatique dans mon cursus à l'ENS, que je veux consacrer à l'écriture, et là, Étienne me dit « Non, pas du tout une bonne idée ». Il me convainc d'inscrire ce travail dans un cadre universitaire en me disant « Mais pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre à Paris 7 ?» pour y faire donc, ce qui était encore à l'époque un DEA. Ça a été la dernière année du DEA avant de passer au master. C'est la réforme LMD qui est passée par là. Et donc venir à Paris 7 pour en gros écrire Assumer l'humanité mais sous la forme d'un mémoire de DEA en continuant à bénéficier d'un encadrement universitaire et d'enseignement, c'est l'un des meilleurs conseils que qui que ce soit ne m'ait jamais donné en fait. Comme l'a rappelé Numa tout à l'heure, c'était créé à Paris 7 un espace très très rare et donc en ce sens précaire, on ne va pas rentrer dans les détails, toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir depuis sous le coup de différentes réformes, injonctions managériales, etc. Mais pour préserver cet espace rare de dialogue entre philosophie et sciences sociales. Et en même temps, je me suis retrouvé aussi projeté dans ce collectif d'étudiants, rare lui aussi, autour d'Étienne et à Paris 7, venant de tous horizons. Avec une expérience d'un cosmopolitisme en pratique, des gens venant d'Amérique latine, venant du Canada, venant d'Afrique, d'Haïti. Et c'était pour moi assez moi qui sortais du moule, vous voyez, des classes préparatoires, de l'ENS, où là il y avait très peu de cosmopolitisme. C'était une expérience très enrichissante, là aussi pas que sur un plan intellectuel, mais aussi humain. Et dont sont nées des amitiés transnationales au long cours, avec des gens, des amis, je pense notamment à notre ami et collègue Jérôme Mélenchon, désormais en poste au Canada, qui n'est pas là, mais qui est devenu un de mes très très proches amis. Bon. Et une fois inscrit en thèse de sociologie, donc, j'ai eu le grand plaisir de revenir à Paris 7 en tant que moniteur pendant 3 ans pour y enseigner la sociologie, donc désormais en collègue d'Étienne Tassin, et donc d'expérimenter aussi cet autre rapport à Étienne, et collègue aussi d'un certain nombre de personnes qui sont présentes ici dans la salle. Ce qui m'amène
à mon dernier point, qui est donc, c'est quand même d'expliciter ces rapports très spécifiques chez Étienne entre la sociologie, les sciences sociales même au pluriel, et la philosophie, qui m'ont amené donc du coup, dans ma lecture d'Étienne et dans mon dialogue avec lui, à assumer la sociologie. Après mon devoir donc, de validation de son cours, en fait, il me conseille de lire Hannah Arendt, mais pas seulement. Il me dit aussi, allez voir un texte de Merleau-Ponty. Texte de Merleau-Ponty qui s'intitule Le philosophe et la sociologie, 1951. Bon. Et en gros, c'est une petite graine qui met là, voilà, allez le lire, vous verrez. Bon. Moi, effectivement, à l'époque, j'ai pas beaucoup lu Merleau-Ponty. Je crois même d'ailleurs que ça doit être le premier texte de Merleau-Ponty que je lis. Enfin bon, voilà, depuis, j'en ai lu d'autres parce que Jérôme Mélenchon a fait sa thèse sur Merleau-Ponty, donc on a eu l'occasion d'en parler. Il m'a fait lire des choses, bon voilà. Mais je crois bien que ça commence avec Le philosophe et la sociologie. Bon. Et puis donc en lisant Un monde commun, ce qui fait que je suis autant passionné, c'est que de un, ça traite du sujet qui m'obsède, le cosmopolitisme, bon ça tombe très bien, mais en plus, en fait, le livre est, à mon sens, assez saturé de références sociologiques. Et donc je suis assez... Voilà, je m'attarde vraiment là-dessus, sur ces références qu'il mobilise, certaines étant très pointues, et l'usage qu'il en fait, qui sont pour moi autant d'indications bibliographiques qui me permettent de m'orienter et de compléter ma formation sociologique. Et en fait, voilà, en lisant Un monde commun, prend aussi forme, voilà, Étienne me donne les moyens finalement de réaliser le projet que j'ai vaguement en tête, mais qui est en décalage avec la formation que j'ai alors reçue. C'est-à-dire qu'en gros, moi, voilà, je vais faire une sorte de sociologie du cosmopolitisme, de la solidarité transnationale, je sais pas trop comment, sachant que j'ai essentiellement été formé par la lecture de Durkheim, Bourdieu, Boltanski et Zimmel, que je suis allé voir par moi-même. Bon. Et en lisant Étienne Tassin, finalement, je vois l'usage qu'il fait de ce qu'on appelle la sociologie de l'action, donc notamment des auteurs comme Louis Quéré, Albert Augien, Daniel Seyfaille, Paul Ladrière aussi, bon voilà, et donc aussi l'ethnométhodologie, ce qu'on appelle la sociologie pragmatique désormais, même si à l'époque c'était pas vraiment le terme qu'on employait. Et donc c'est ainsi, voilà, que j'en viens à me tourner moi-même vers Louis Quéré et Daniel Seyfaille pour encadrer ma thèse, d'autant qu'en plus à ce moment-là, on est en 2006, ils viennent de retraduire le grand livre de George Herbert Mead, qui va pour moi être aussi très important. Bon. Et donc c'est comme ça que j'arrive au Centre d'études des mouvements sociaux, le CEMS, où je découvre qu'on tient les travaux d'Étienne Tassin en très haute estime. Et il sera, le CEMS, c'est là où par ailleurs il sera par la suite, quelques années après, accueilli en délégation CNRS. Et Dieu sait s'il a été content d'obtenir cette délégation CNRS. Je revoyais mes échanges de mails avec lui à ce sujet-là. Il y croyait pas. Hein. Il avait rédigé un projet à l'arrache. Il me disait, ça servira à rien. Est-ce que tu veux bien le relire? Mais je l'aurais pas. Et ça lui a fait un bien fou. Il faut quand même mesurer que sans cette délégation CNRS, il aurait peut-être pas pu finir le manuscrit qu'il nous a laissé. Pourquoi agissons-nous? Le dernier à être sorti dont on parlait hier. Bon. Et donc voilà, en lisant Étienne, je découvre aussi cette possibilité d'avoir un dialogue entre la philosophie et la sociologie, en tant que science sociale une fois encore, autour du politique, qui soit un dialogue presque d'égal à égal, fait, comme le disait Claudia, d'une estime réciproque. D'un respect mutuel, de considération, et qui, du coup, à Paris 7 se traduisait en pratique par des relations de collègue à collègue. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'assez nouveau, parce que finalement, la règle, en général, c'est soit les sociologues qui prennent de haut les philosophes sur le mode, Marc Joly, en gros, la philosophie est morte et dépassée, ça sert plus à rien, c'est une survivance du passé, en gros, son projet s'est transformé dans la sociologie, et puis c'est tout. Ou l'inverse, les philosophes disant, bon, maintenant, c'est l'abaissement au terrain, moi, je suis au-dessus de ça, les concepts, etc. Bon. Et une fois encore, Étienne était très loin de ça, et c'était notamment, il le rappelait dans la vidéo hier, son intérêt pour Arendt venait de là. C'est non pas la politique qui doit monter vers la philosophie, et la sociologie qui devrait se monter vers la philosophie, mais au contraire, la philosophie qui doit s'abaisser jusqu'au terrain, à la réalité concrète, pour penser le politique. Bon. Et bon, alors, cela étant, juste une petite parenthèse ici, sur ce point-là précis, dialoguer d'égal à égal avec les sociologues, Étienne, là aussi, prenait son autonomie par rapport à Arendt, parce qu'il y a chez Arendt des pages atroces sur les sociologues de son époque, mais qui n'étaient pas les mêmes sociologues non plus. Donc dans les années 50, le fonctionnalisme américain, on peut comprendre, mais bon voilà, il n'était pas très tendre avec la sociologie. Chez Étienne, il y avait au contraire un respect mutuel, une estime réciproque. Bon. Et donc voilà, on a un usage sociologique des textes chez Étienne, et en même temps un usage d'Étienne dans des travaux sociologiques, notamment ceux donc, menés au Centre d'études des mouvements sociaux. Et au-delà même, je dirais, pas simplement un usage des textes sociologiques, mais des recherches en sciences sociales. Parce qu'il est aussi question, et notamment sur la fin, en son travail autour des migrants, d'un dialogue avec l'anthropologie, hein, et plus directement avec Michel Agier. Donc Michel Agier témoignait lui-même à l'instant. Et qui lui aussi, d'ailleurs, a rejoint depuis le Centre d'études des mouvements sociaux. Bon. Pour conclure, donc, je voudrais juste insister sur cette capacité extraordinaire qu'avait, selon moi, Étienne à penser le monde et la politique, à l'éclairer, à le conceptualiser,
sans jamais se perdre dans des abstractions finalement. Moi, c'est ça qui m'a toujours frappé chez lui, y compris dans ses cours, c'est qu'il y a du concept, mais c'est très clair, parce que ces concepts sont indexés sur des réalités concrètes, des réalités qu'il connaît et qu'il pense. Bon. On est vraiment loin d'abstractions qui rendraient les choses obscures. Au contraire, ça éclaire vraiment. À chaque fois qu'il se saisit d'une situation, il l'éclaire. Bon. Et donc, je pense que s'il a cette capacité à éclairer, c'est qu'il a un vrai souci du terrain et du réel. Hein. Donc, je ne fais que prolonger là une discussion qu'on a déjà commencé à avoir depuis hier. Et ce souci du terrain et du réel se traduisait par son propre engagement, hein, en particulier auprès des migrants. Il est allé sur le terrain, on appelle ça comme on veut, mais il est allé à la jungle, à Calais, il est allé rencontrer les gens, parler avec eux. Et ce souci du réel, du terrain, et de toute évidence aussi, ce qui l'inclinait à la sociologie. Et je me dis que c'est peut-être pas un hasard si ces deux enfants aînés, Louise et Jean, se sont retrouvés dans des thèses de sociologie, bon, pas de philosophie. Bon. Et comme il le disait lui-même dans l'entretien vidéo, voilà, Étienne veillait à mettre la réflexion philosophique au service de l'action, hein, du politique, du monde commun des hommes, à rebours donc de cette démarche philosophique plutôt classique, platonicienne, hein, où c'est à la politique de s'élever à la hauteur de la philosophie. Et d'ailleurs, dernière anecdote du coup pour finir, il faut quand même mesurer qu'il commençait son cours à l'ENS Cachan par la complainte de Léo Strauss sur la crise de la modernité. Les trois vagues de la modernité. C'est ça qu'il nous faisait lire comme premier texte. Bon. Quand on connaît l'œuvre d'Étienne ensuite, on mesure à quel point c'était ironique de sa part. Il nous introduisait à ce à quoi il s'opposait complètement. Manière de dire, voilà, moi c'est pas ça que je fais, je ne suis pas un nostalgique de Platon. Et je ne pense pas qu'on doit rejoindre la philosophie dans son ciel. Au contraire, la philosophie, si elle a encore une justification aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous aide à penser ce que nous faisons, au ras du terrain et du réel, et à éclairer ces choses-là. Et je pense qu'il le faisait avec un talent formidable, qui lui était absolument propre, et c'est ce qui fait qu'il nous manque tant. Bon, nous allons prendre des questions ou non? On fait la table. Ok. Alors, Manuel. Ok. Ouais, ça marche? Ok, super. Merci beaucoup Jérôme pour ce très beau témoignage. Alors moi j'avais 6 pages de notes sur Étienne et les rapports entre sociologie et philosophie, mais depuis ce matin j'ai barré un à un tous les paragraphes au fur et à mesure que les choses étaient dites par Jérôme et par les 3 précédents intervenants. Donc je vais improviser quelque chose, c'est bien pour le temps aussi parce que comme ça je vais pas être trop long. Improviser, bon quand même à partir de... J'ai un livre sous la main et j'avais quand même quelques notes, et en essayant quand même de rester autour de cette question de philosophie et sociologie. Juste d'abord, je rebondis comme ça un petit peu sur ce que tu as dit Jérôme pour apporter aussi quelques anecdotes supplémentaires qui peuvent être parlantes sur Étienne qui consacre tout son temps aux autres, à ses étudiants principalement. Moi un jour il revenait de, je sais plus où c'était Bogota, Montréal ou ailleurs. Et je lui demande, je connaissais pas la ville, je lui dis alors Montréal, c'est sympa, c'est joli. Il me dit écoute, m'en parle pas, il y avait le colloque, c'était 2 jours, je suis allé pendant les 2 jours au colloque, puis en fait j'avais 6 jours sur place, les 4 autres jours je me suis enfermé dans ma chambre d'hôtel et j'ai écrit parce qu'en fait c'est le seul endroit où aujourd'hui je peux écrire. À Paris c'est impossible et je pense qu'à Paris, voilà, on sait tous pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à écrire. Un autre point sur lequel... je voudrais rebondir comme ça de manière totalement décousue, c'est sur le rapport de l'élève à l'enseignant et même au maître, puisque pareil, comme Jérôme, je pense qu'il y a peut-être une seule personne avec laquelle je peux assumer de dire, voilà, j'ai un maître, et en l'occurrence c'est Étienne Tassin. Et donc pour parler rapidement de ce rapport enseignant, ou plutôt disciple du coup, et maître, je vais aller me réfugier derrière les mots que Claude Lefort utilisait vis-à-vis de Merleau-Ponty. Alors juste pour quelques éléments pour recontextualiser, hein, Lefort en 1941, il a 16-17 ans, il est donc en première au lycée Carnot, où Maurice Merleau-Ponty enseigne et donne un cours sur structure de la psychologie. Donc en cours, Lefort a des remarques, pose des questions de nature assez politique. Alors voilà, je ne sais pas exactement lesquelles, mais en tout cas c'est ce que raconte Lefort dans son entretien avec l'Antimite. Et donc Maurice Merleau-Ponty, un jour à la fin du cours justement, vient voir son jeune étudiant et lui dit « Mais qu'est-ce que vous pensez du Parti communiste français ?» Lefort répond « Ah non, c'est pas du tout ma tasse de thé, je les trouve beaucoup trop petits bourgeois, beaucoup trop nationalistes, bureaucratiques, dogmatiques, etc. » Donc Merleau-Ponty répondit et lui dit « Mais vous connaissez Léon Trotsky ?»
Claude Lefort répond, alors ça paraît bizarre, mais Lefort répond non, j'ai jamais entendu ce nom-là. Et donc Merleau-Ponty lui dit, écoutez, je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil parce que si vous lisiez, il se peut bien que vous deveniez trotskiste. Et 3 ans plus tard, Claude Lefort rentrait au Parti communiste internationaliste, donc la section trotskiste du communisme français. Voilà, donc ça c'est pour juste resituer un petit peu leur relation. Après, on connaît tout le travail que Lefort fera autour de Merleau-Ponty, de son cours sur l'institution. Et dans un petit texte paru donc dans Écrire à l'épreuve du politique, donc tu disais que tu aurais aimé être Étienne Tassin, moi j'aurais aimé écrire un livre qui s'appelle Écrire à l'épreuve du politique, je trouve que c'est un titre absolument incroyable, et dans ce recueil de textes, il y a donc vers la fin un texte dont le titre est très sobre, il s'appelle Philosophe, point d'interrogation, et à la toute fin de ce texte, donc Claude Lefort, qui était pourtant assez avare sur les indications biographiques et personnelles, dit quelques mots comme ça sur Merleau-Ponty, et je vais juste citer parce qu'il y a 2 choses qui m'intéressent. Donc il dit à quel point son inspiration n'a cessé de guider ma pensée, et donc écoutons Claude Lefort, il ajoute Merleau-Ponty paraissait inventer sa pensée en parlant, plutôt que de nous instruire de ce qu'il savait déjà. Alors ça c'est quelque chose qu'en tant qu'étudiant ayant suivi des cours d'Étienne, il paraissait inventer sa pensée en parlant, c'était exactement ça. Et je demande à celles et ceux qui n'ont pas eu comme enseignant de s'imaginer qu'il était très différent en fait dans ses cours et dans les colloques. Dans les colloques, il arrivait toujours avec un texte rédigé de A à Z qu'il lisait avec une vraie qualité de lecture, qui rendait la chose tout à fait captivante. Mais en cours, c'était tout à fait différent. Je sais même plus s'il avait des notes. Je pense qu'il avait quelques feuilles, mais franchement, il arrivait, il les posait sur la table, il les oubliait. Il était debout du début à la fin. Il était capable de bondir en l'air en levant les doigts. Il était capable de s'arrêter, de réfléchir, de laisser des blancs interminables qui auraient été gênants dans d'autres situations. Mais on sentait tous, on était accrochés à ce blanc, à ce silence, et on se demandait, mais il est en train de, ça cogite, ça va sortir, et hop, ça revenait. Enfin, voilà, il y avait, et c'était de la pensée qui s'inventait en direct, et ça, c'était quelque chose de tout à fait fascinant. Et donc, Claude Lefort ajoute, et on en revient au maître, je trouvais pour la première fois un maître, il met entre parenthèses, quoi que je fusse de tempérament trop rebelle pour le formuler, mais bon, je trouvais pour la première fois un maître dans ce professeur qui savait se soustraire à la position de maîtrise. Et c'est ça qui est incroyable en fait. C'est exactement, enfin pour moi c'est exactement ça. Alors je laisse tout ça de côté et je reviens à la question sociologie et philosophie ou même sciences sociales. Je pense qu'il faut effectivement élargir. Moi j'ai repris chez moi, j'ai donc Un monde commun, Le trésor perdu et puis Le maléfice de la vie à plusieurs. J'ai parcouru les ouvrages, il y a quand même beaucoup de notes de bas de page qui renvoient, et donc avec des citations sur, bon je vous fais pas la liste, je l'avais faite mais on peut passer, mais il lit les anthropologues, il lit des sociologues, il lit Freud, il y a beaucoup de monde qui lit, qui discute, donc voilà, il y a une connaissance de ces littératures. Et d'ailleurs, avec Federico, en 2015, on avait, alors c'est un projet qui est tombé à l'eau, c'est des choses qui arrivent dans le milieu, je pense que vous connaissez, on avait un projet de dossier sur, ça s'appelait, si je ne me trompe pas, on avait appelé ça Sociologie et philosophie politique, quelles articulations, enfin je ne sais plus exactement, mais c'était Sociologie et philosophie politique. On avait proposé à Étienne d'écrire un article, et vous devinez sa réponse, il nous a dit c'est terrible, j'ai déjà 6 articles en retard, mais oui, bien sûr, évidemment, je vais vous écrire ce que vous voulez. Et donc, ce texte fait partie des nombreux textes dont on parle qui n'auront pas été écrits, mais sur lesquels, du coup, on peut essayer de réfléchir. Donc, voilà, je suis allé voir dans les livres, j'ai pas trouvé, j'ai même pas trouvé le moindre paragraphe dans lequel Étienne s'exprime sur les relations entre philosophie et sciences sociales. Mais par contre, du coup, j'ai rouvert les 2 dossiers dans lesquels j'avais précieusement gardé les cours de 2010 que j'ai suivis avec lui au premier et au second semestre. Et là-dedans, il y a des indications sur le sujet. Alors, c'est un cours qui, l'intitulé du cours, bizarrement, je ne l'ai pas noté, alors que pareil, j'ai 50 pages Word, interligne 1, extrêmement dense. Mais c'était un cours autour de la question « Qu'est-ce que la politique ?» et où d'emblée, alors il avait commencé aussi avec Léo Strauss, mais d'emblée, il annonçait « Je m'appuierai sur Lefort, Arendt et aussi Rancière ». Voilà. Juste un point,
une vingtaine présents à ce cours-là. Aujourd'hui, on est encore 5 dans la salle, donc je crois qu'il y a une capacité de magnétisme et d'attraction qui est assez exceptionnelle. On était aussi des esprits, oui, alors bon, c'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais je pense que c'était des tempéraments assez rebelles, un peu gauchistes. Arendt et Lefort, par exemple, on trouvait ça vraiment trop à droite, quoi. Donc, en fait, comme Étienne, en plus, nous permettait de nous autoriser, en fait, à lui porter la contradiction, on s'en privait pas, et très souvent, on lui expliquait que, ah non, mais Lefort, ça va pas, Arendt, ça va pas, etc. Et j'ai noté comme ça, parce qu'à un moment, il essaye quand même de nous tempérer un peu, de nous ramener les pieds sur terre. Il dit... un espèce de principe de, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler moi, de charité ou de bienveillance vis-à-vis des auteurs auxquels il essayait de nous introduire. Il nous dit: un philosophe invente toute une conceptualité et vous devez rentrer entièrement dans cette conceptualité pour voir ce qu'elle permet de penser et ce qu'elle permet de faire. Et là, à ce moment seulement, vous pourrez évaluer ce qu'elle permet. Partez d'un principe de bienveillance absolue. Ne pas partir de la polémique et des contradictions, rentrer dans la pensée d'un auteur. Voilà, il y avait cette invitation qui nous était faite. Et donc, dans la suite du cours, il va y avoir deux objections faites. Alors, ça va être souvent, c'est le sociologue qui est pris à partie. Bon, le sociologue, il n'y a jamais aucun sociologue précis qui est mentionné dans le cours. Hein, c'est une figure plutôt comme ça du sociologue. Et donc, auquel va lui être reproché deux choses. Dans un premier cours, d'abord, qui est un cours qui date donc du 6 octobre 2010, qui s'appelle L'action politique, une redéfinition du politique, à partir de Hannah Arendt. Donc Étienne essaye de nous expliquer ce qu'est une action politique, et il commence par nous expliquer du coup ce qu'elle n'est pas. Et pendant une partie du cours qui, bon, si je reprends mes notes, ça doit être le premier quart d'heure à peu près du cours, il nous explique qu'une action n'est pas une réaction. Voilà, ça c'est vraiment le premier point. Et vous allez voir, l'action du coup c'est ce qui intéresse le philosophe, alors que la réaction c'est ce qui intéresse le sociologue. Étienne nous dit que 99% de nos actions sont des réactions, au sens où par exemple quand le gouvernement prend une mesure sur les retraites, on réagit par une assemblée générale. Mais pour Hannah Arendt, toute réaction est de l'ordre d'une conformité, d'un conformisme. Je conforme mon attitude à ce qu'une situation impose, alors que l'action, elle, est l'expression d'une liberté. Donc, liberté, alors bon, voilà, ça a été bien défini hier, notamment par Monique Chemy-Gendreau, mais bon, liberté, il faut l'entendre au sens de la pluralité, de la natalité, tout ce que dit Étienne à partir de Arendt là-dessus. Et donc, et il ajoute, c'est une question de regard, en fait. C'est deux façons de poser un regard différent sur les comportements humains. Là, je me permets de le reciter à nouveau. Il nous dit: mon action prend place dans un tissu de détermination. Alors, si je prétends expliquer ce que X vient de faire en mobilisant ce que je pense être les causes déterminantes de son action, je définis son action comme une réaction, donc je ne la pense pas selon le concept de liberté, mais selon le point de vue de la nécessité. Si en revanche je considère la même situation et que je porte mon attention non sur un jeu de cause et de détermination, mais sur ce qui commence et ce qui se produit de neuf, ce qui vient de commencer, alors je suis en train de penser cette même situation en termes d'action. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et puis donc un mois et demi plus tard, le 24 novembre, Étienne revient sur cette question des rapports entre philosophie et sociologie, cette fois-ci à partir de Lefort, donc dans Permanence du théologico-politique, où Lefort établit cette distinction donc d'objet entre la politique et le politique, mais aussi du coup de discipline entre la sociologie et la philosophie, avec la politique qui est pensée comme un sous-secteur en fait du social. Dans le social, vous avez ce qui relève du juridique, du culturel, du policier et puis du politique. Ça, c'est une première façon d'envisager les choses, et c'est comme ça que le sociologue d'ailleurs envisage du coup la politique comme un segment comme ça du social. Alors que pour le philosophe, c'est vraiment le politique cette fois-ci, et l'institution en fait du social, et un mode d'institution du social dans sa globalité. Ça le sous-tend de manière coextensive. Donc il y a et donc on a là vraiment deux intentions de connaissance, la sociologie et la philosophie. Et là-dessus, Étienne rajoute, alors à partir de Lefort aussi, mais une autre distinction, c'est il dit la visée du sociologue, c'est de produire des énoncés vrais sur les institutions qu'il est en train de décrire et dont il explique la genèse et le fonctionnement. Alors que la visée du philosophe, elle, c'est de s'installer dans le lieu de la problématicité,
de faire sienne l'énigme du politique. Donc là, on n'est plus du côté des solutions, en fait. On est au contraire du côté de l'énigme, de la problématicité. C'est dans Le Maléfice de la vie à plusieurs, hein, c'est l'introduction de son ouvrage. Étienne revient sur la double énigme du politique, et je trouve ça magnifique, la façon dont il le dit. Il dit, cette énigme, c'est quoi? C'est celle de la persévérance dans l'action et de la foi en la politique. Et là, je pense qu'il parle à un niveau philosophique, mais il parle aussi de lui, et pour moi, ça me parle extrêmement fortement. C'est la persévérance donc dans l'action et la foi en la politique, malgré ces échecs répétés et reconnus inévitables. Voilà, c'est ces moments où la libération s'inverse en domination, la révolution s'inverse en terreur, et pourtant, malgré ces renversements, nul n'en tire la conclusion que la politique est vaine. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, ok, je vais arrêter très vite. Juste, oui, peut-être, je réfléchis du coup, parce que ça suppose de faire des choix et de sacrifier certaines choses que je voulais aborder. Ouais, si, allez, je reviens au texte de Claude Lefort, donc philosophe, point d'interrogation, dont je vous parlais tout à l'heure, enfin dont je vous parlais en fait au tout début, parce qu'il y a autre chose dans ce texte qui m'intéresse. Donc le texte commence comme ça. Quelqu'un me demanda récemment « Comment êtes-vous devenu philosophe ?» La réponse impliquerait que j'assume l'identité du philosophe. Il est vrai que je ne goûte guère qu'on parle de moi comme d'un sociologue ou d'un politologue, sous le prétexte que ma réflexion s'est largement exercée sur des faits sociaux et politiques. J'ai parfois dû me défendre contre ces dénominations. Encore moins pourrais-je me présenter comme un historien, quoique j'ai souvent cherché appui sur des travaux d'histoire. Donc là, on voit Claude Lefort, hein, qui était pourtant au CNRS en tant que sociologue, à l'université de Caen en tant que sociologue. Il n'y a qu'au moment où il est rentré à l'EHESS que institutionnellement cette dénomination n'était plus la sienne d'un point de vue officiel. Mais donc il explique que je ne suis ni sociologue, ni politologue, ni historien. Donc on s'attend assez logiquement à ce qu'il assume, qu'il endosse cet habit de philosophe. Et en fait, il ajoute mais me ranger parmi les philosophes ne m'a jamais été facile. Et quelques lignes plus loin, il explique « Accepter le nom de philosophe me crée une difficulté. Ma réticence ne tient pas au désagrément de me voir étiqueté, mais... donc, point virgule, je dois plutôt craindre d'usurper un titre que je ne suis pas sûr de mériter et qu'il devient de plus en plus téméraire de revendiquer. » Et donc il continue, il dit philosophe, c'est trop haut pour moi, je préfère me qualifier de professeur de philosophie. Professeur, cette image m'agrée davantage parce qu'elle me fait apparaître au-dessous de moi-même. En consentant à me nommer comme tel, je conserve sans doute l'espoir d'excéder la définition. Philosophe, le mot me trouble parce qu'il semble me désigner au-dessus de moi-même. Voilà, donc il y a beaucoup là-dedans. Et ensuite, donc il y a 10 pages que je vous épargne mais très intéressantes où Lefort se demande comment circonscrire la philosophie. Qu'est-ce qui fait le propre de la philosophie? Et il explique question extrêmement difficile puisque la philosophie est toujours travaillée par une double extériorité. D'abord, l'exigence politique. Il dit, voilà, il y a le politique qui vient questionner le philosophe et qui l'oblige à s'ouvrir sur le monde. Et là-dessus, j'avais une phrase du cours aussi d'Étienne dont je vous parlais tout à l'heure. Étienne disait, je suis désolé, je la reprends parce qu'il y a une phrase, moi, tous les 10 ans, qui produit sur moi un effet libérateur absolument immense, et celle-là en faisait partie, mais du coup, sous la pression, je suis incapable de vous la retrouver de mémoire, mais je vais la retrouver tout de suite. Voilà, Étienne nous a dit dans ce cours, je l'avais tout de suite surligné en rouge, en gras et souligné, donc, dès que nous abordons philosophiquement la politique, nous faisons politiquement de la philosophie. Voilà. Alors ça, je ne sais pas vous dire forcément pourquoi, mais je suis ressorti transformé après avoir entendu ces mots. Donc Claude Lefort réfléchit aussi là dans ces pages que je vous épargne sur les rapports entre philosophie et politique, et il réfléchit, et les deux questions sont liées, sur les rapports entre philosophie et sciences humaines, et il nous dit qu'on trouve on peut trouver parfois plus de philosophie dans un livre d'histoire, dans un ouvrage politique, dans un roman, ou même dans un poème que dans un traité qui en porte le nom. Voilà, là-dessus aussi, je pense qu'il y a beaucoup à méditer. Et pour introduire un dernier élément, parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé effectivement de la fiction, de l'écrivain et de la littérature, ce texte de Claude Lefort se finit là-dessus, sur une espèce de confession. Donc il revient à la question initiale, comment êtes-vous devenu philosophe? Et au lieu de répondre, il s'interroge sur mais est-ce que je suis vraiment un philosophe? Et donc je terminerai là-dessus. Il explique, bien avant d'entrer en classe de philosophie, j'étais possédé par un désir. Je souhaitais être écrivain.
Ce désir, depuis le début de mon adolescence, était mon secret. Comme beaucoup d'autres jeunes gens qui l'ont pareillement éprouvé, j'ignorais ce que je voulais écrire. Mon désir était sans objet, en attente de son objet. La philosophie ne fit que le fixer en le métamorphosant. Et voilà, Étienne avait commencé avec le supplément au voyage de Bougainville. Moi, le dernier texte qu'il m'avait envoyé, c'était un texte sur William Morris. Et donc, je pense, en reprenant ce cours et en me souvenant d'Étienne, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être aussi un Étienne écrivain. Merci. Valentine ? Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire court pour qu'on ait du temps pour débattre ensuite. Mais je voulais avant tout commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque qui est très beau et de m'avoir permis de venir, d'être parmi vous, donc depuis l'Argentine. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui avons été loin au cours de cette année passée. C'est vraiment un exercice à la fois difficile et nécessaire d'être là parmi vous pour prendre conscience à la fois de ce qui s'est passé et du temps parcouru, parce que c'est un peu anecdotique, mais j'ai préparé ma valise pour prendre l'avion avec vraiment la certitude que j'étais très contente, parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais rencontrer Étienne au colloque. Et donc, faire ce travail, à la fois dans les aspects qui font qu'on aurait envie qu'Étienne soit là pour pouvoir nous donner son avis et intervenir, et puis dans toutes les choses importantes qu'on rappelle de lui, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, j'ai rencontré Étienne un peu sur le tard, parce que j'étais stagiaire à Buenos Aires de Patrice Vermeuren. J'avais plutôt prévu d'abandonner l'université après avoir fait une licence et un master en philosophie à la Sorbonne, et ça, j'étais à ce moment-là plus très intéressée. Mais comme toute personne qui côtoie Patrice Vermeuren, j'étais obligée de faire une thèse parce qu'il a fini par réussir à m'en convaincre. Et donc, je lui ai dit que j'avais du coup envie de poursuivre, mais seulement à la condition de continuer le master que j'avais fait, qui était sur une étude des mouvements de sans-papiers, et de la façon en fait dont on tombe dans la marmite politique sans l'avoir forcément prévu au départ, et de ce que ça produit sur les gens, cette entrée en politique un peu contrainte et forcée, et que j'avais envie de doubler cette analyse d'une expérience que j'avais découverte pendant mes stages à Buenos Aires, de femmes, principalement boliviennes, mais pas seulement, qui se mobilisaient dans les quartiers très précaires de la banlieue de Buenos Aires, et de leur pratique des assemblées politiques, de l'interpellation des politiques, de la quête des ressources pour ensuite faire fonctionner leur quartier, et que je voulais faire ça avec Jacques Rancière, enfin à partir de l'œuvre de Jacques Rancière. Et donc, Patrice Vermeuren a écouté ce projet, et son constat était: il y a une seule personne qui peut diriger ça, c'est Étienne Tassin. Donc, il a écrit à Étienne Tassin en lui disant: bon, j'ai une doctorante pour toi. Étienne lui a dit: c'est impossible, j'en ai vraiment trop. Je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'il a dit: c'est vraiment nécessaire, parce que personne d'autre ne peut faire ça. Et c'est pour ça qu'à la rentrée suivante, je suis venue à Paris 7 et j'ai rencontré à ce moment-là Étienne, en portant donc ce projet. J'ai rencontré aussi, pas seulement Étienne, mais toute l'équipe du CSPRP de l'époque, à laquelle je suis vraiment reconnaissante, parce que je pense que c'est vrai qu'Étienne était la seule personne qui pouvait diriger cette thèse, mais c'est vrai aussi que le CSPRP était le seul endroit où ça pouvait se faire, parce que c'est ce qu'a dit O'Donnell tout à l'heure. C'est donc une thèse qui s'est faite à partir de la philosophie sur des terrains des sciences sociales, donc à partir d'expériences, à partir de récits de vie que j'allais recueillir. Et Étienne a toujours fait très attention à pouvoir me diriger correctement. Et donc, en étant très clair et très humble dès le début, en disant: je ne peux pas, moi, t'expliquer comment est-ce que tu vas travailler tes enquêtes, parce que je ne sais pas du tout faire, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, il faut que tu ailles voir Claudia, il faut que tu ailles voir Denis, il faut que tu leur demandes. Et c'est comme ça aussi que s'est créée cette relation avec mon travail au sein du laboratoire. Il y a un deuxième point que je voulais dire dès les premiers mots, c'est que Étienne a aussi eu la grande générosité, parce que moi, quand je pense à Étienne, je pense d'abord à une générosité, en partie dans sa direction de thèse, parce que
Étienne, en tout cas, quand il me recevait avec mes problèmes de thèse, souvent un peu fouillis, en général pas assez travaillés, et en tout cas très brouillons, il écoutait, et au lieu d'avoir une posture en disant « Écoute, là, non, Valentine, il va falloir que tu retournes lire la page 15, c'est important », il avait une puissance de reformulation et que j'ai toujours ressenti comme un cadeau qu'il nous faisait. Il nous disait « Ah, en fait, si j'ai bien compris, ce que tu veux faire, c'est ça, ça, ça et ça. » Et là, on restait avec les yeux grands ouverts en disant « Ah, mais oui, c'est fabuleux. Finalement, mon problème est très intéressant. » Et on repartait. Et surtout, l'effet pédagogique que ça avait, c'est qu'on repartait en ayant vraiment envie d'aller travailler. Et qu'on se mettait au travail avec une ardeur renouvelée par le cadeau qu'il venait nous faire d'être venu éclairer un peu le problème que nous, étudiants, on avait un peu de mal à avoir vu venir. Et la dernière petite anecdote un peu, c'est que quand j'ai fini par soutenir cette thèse, il y avait dans mon jury quelqu'un qui était un membre de ma famille, qui avait en général une posture assez critique vis-à-vis de l'école et l'éducation et des professeurs, et qui est sorti de la soutenance en disant « Mais quel grand professeur !» Il était vraiment réconcilié avec la personne du professeur. Et donc, ce que j'avais pensé pour cette présentation est devenu un peu caduc par toutes les discussions qui se sont données ce matin. Mais il y a, je crois, 2 éléments ou 3 que je voudrais reprendre. Une, ça concerne le lien avec Jacques Rancière et justement la façon dont Étienne a pu me guider dans cette thèse où je voulais penser donc les problèmes de la précarité et de l'action politique à partir d'une lecture de Jacques Rancière. Et je pense que c'est un compagnonnage qui est très juste de la part des... Enfin, le compagnonnage avec d'Étienne Tassin et de Jacques Rancière sur cette question est très juste, et je pense que ça permet de comprendre beaucoup de choses de l'approche d'Étienne des éléments de l'expérience ou du terrain. On pourra en débattre ensuite. Le deuxième point, ça serait de vous emmener en fait dans la cuisine de cette thèse, c'est-à-dire comment, on a débattu de comment est-ce qu'Étienne ce matin... est parti dans la jungle avec son sac à dos. J'ai beaucoup aimé la figure d'Indiana Jones. Je le vois un peu comme ça. Puis ces derniers temps, je le voyais en général pas en France. Alors je le voyais aussi débarquer à Buenos Aires, à Bogota, avec cette attitude qui, je pense, c'était vraiment une attitude par rapport au savoir aussi. Et puis quand on parlait des cours et des cours fascinants d'Étienne, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la façon qu'il avait de surgir. Sa voix changeait quand il trouvait un truc intéressant dans le cours qu'il était en train de donner. La voix devenait plus aiguë et puis ça l'animait. C'était vraiment spectaculaire. Et donc, je voulais pour ça vous emmener un peu dans la cuisine de la thèse, donc pour revoir un peu quelles sont les précautions qu'Étienne m'a invité à avoir, quelle a été l'approche philosophique de ma proposition de terrain qui m'a permis d'avoir, et comment il m'a accompagné dans cette espèce de torture des concepts philosophiques à laquelle je m'étais livrée dans la thèse. Et puis finalement, j'ai pensé aussi hier à l'ouvrage de Rancière dont j'ai le moins parlé avec Étienne, qui est Le philosophe et ses pauvres, et dans laquelle Rancière dénonce 2 postures philosophique sur la figure du pauvre, et on pourrait l'étendre à la figure du terrain, qui était une première figure qui était celle du porte-parole. Donc là, il s'adressait surtout à Bourdieu et à Sartre, donc de vouloir mettre dans la bouche des gens ce qu'on pense qu'ils voudraient dire, et donc on va réussir à mieux dire qu'eux, parce qu'on a pour ça le bagage conceptuel. Et ça, je pense que c'est un des premiers écueils principaux et que j'espère avoir réussi à éviter. Et le deuxième, c'est celui de l'imposition scientifique. Moi, scientifique, je connais les raisons de ta révolte, et donc je vais me servir un peu de cette matière pour pouvoir, et là on tombe dans les figures de l'illustration, et surtout de l'incapacité à faire surgir du terrain quelque chose de propre. Je vais passer dans le concret, et donc dans la façon dont ça s'est joué dans la thèse. Donc il y avait un point de départ à cette thèse qui était... Je suis perdue dans ma communication un peu tronquée. Donc, il y a un entretien que Jacques Rancière avait donné en 2007 et où il reconnaissait être comme d'autres. Donc moi, je pense que comme d'autres, parmi lesquels Étienne,
on est confronté à une situation où plus aucune force collective n'apparaît porteuse d'une puissance de lutte à la mesure des avancées de la domination capitaliste et d'une vision crédible d'un avenir non capitaliste. Et donc, Rancière poursuivait en disant que si le socialisme, au sens large du terme, est venu proposer un but au rassemblement égalitaire des hommes, maintenant que cet horizon s'est retiré, la démocratie se trouve en quelque sorte remise à elle-même, à sa propre capacité d'élargir son espace et d'inventer son avenir. Et c'est, je crois, donc précisément à ce point-là que se trouvait Étienne. Et la démarche du travail que j'ai réalisé avec Étienne, c'était de chercher, face en fait au point de stupeur dans lequel se trouve la philosophie face à ce retirement de l'horizon attendu, à rechercher dans les révoltes du temps présent des ressources pour penser cet horizon. Et en voyant donc comment, de part et d'autre de l'Atlantique pour mon cas et aussi de la Méditerranée pour le cas d'Étienne, des mouvements qui sont issus de secteurs aussi divers que mouvants prennent la parole, occupent les espaces publics, viennent rompre l'ordre des flux et des échanges policés par cet ordre économique dont on assiste à la fois au soubresaut et tout de même à la persistance, non ? Et donc, si on se demande s'il sera possible de trouver une faille à la gouvernance, où est-ce qu'on va pouvoir se glisser pour pouvoir la faire s'effondrer ? La pensée politique vient alors réordonner des axes conceptuels qui étaient jusqu'à présent travaillés dans une autre perspective, la perspective révolutionnaire, et opérer un réagencement. Et donc, l'hypothèse de travail qu'Étienne m'a aidé à défendre jusqu'au bout, c'était qu'il fallait donc partir de ces mobilisations, donc dans mon cas, celle des sans-papiers et des organisations de quartier en Argentine, qu'on voyait se créer un peu partout, sans qu'on puisse toujours trouver évidemment un lien entre elles. Et en disant qu'on part d'elles, qu'est-ce qu'on peut faire, non ? Alors soit c'est un prétexte à la pensée, ou alors c'en est l'illustration, ou alors ça devient la matière d'une réflexion qui va se nouer entre la dimension conceptuelle et le matériau empirique, donc en étant à la jonction des deux. Et je vais passer en fait tout de suite à l'exemple de comment ça s'est passé dans la thèse, comment est-ce que l'analyse, l'expérience de terrain que j'ai réalisée a permis de reprendre les concepts et de les retravailler. Donc on travaillait beaucoup avec Étienne sur la dimension de la subjectivation politique. C'était le cadre d'un projet ECOS qu'on avait fait avec la Colombie. Donc j'avais une lecture ranciérienne de la subjectivation politique, et puis par ailleurs j'avais des enquêtes de terrain, des récits de vie, où des gens me racontaient la façon dont ils avaient, à partir de leurs conditions de précarité, été obligés de se mettre à mener des actions pour pouvoir survivre en fait. Et il y avait au début une lecture très binaire de ces entretiens que je faisais, qui était, alors il y avait un entretien en particulier qui commençait par la phrase « Avant, je n'étais rien du tout, et je ne faisais rien ». Et donc on supposait, et maintenant je suis tout, non, avec le mouvement. Et en effet, ça continuait comme ça, en disant, maintenant, je sais parler dans des assemblées, j'ai déjà été discuter avec des ministres sur le fait qu'ils se trompent, et que dans le plan de mon quartier, l'eau, elle ne doit pas passer là puisqu'elle passe là, et qu'ils mentent quand ils disent ça et ça, donc avec une dimension de renforcement de soi-même, qui était une lecture donc un peu facile. Donc ça avait l'air d'assez bien fonctionner. On pouvait dire, ah oui, donc c'est fantastique. Donc l'expérience politique a permis un peu de transcender cette précarité, où ils ont appris des tas de choses. Ça fonctionne très très bien. Et puis en lisant plus attentivement les entretiens, je me suis rendu compte qu'en fait, presque chacune des personnes mentionnait à un moment le fait qu'ils allaient devoir quitter le mouvement parce que c'était plus possible. Alors du coup, ça a commencé à me poser une sérieuse question, en disant mais si c'est si bien, si c'est si transformateur, si c'est si salutaire, pourquoi est-ce qu'ils veulent partir ? Et en relisant, je découvrais en fait qu'une des raisons qu'on me donnait sur le fait que ça n'allait plus être possible de continuer avec ce mouvement politique, c'était qu'il y avait un problème, justement, qu'on a pu interpréter ensuite comme une expérience de désidentification, donc l'expérience d'une souffrance au cœur de la subjectivation. Enfin, vous vous rappelez sûrement qu'il y a un enregistrement très beau d'Étienne sur la subjectivation où il montre comment le sujet de la subjectivation est un sujet qui se produit dans l'arrachement à lui-même et qui ne va plus vers aucun horizon, donc qui est arraché par la subjectivation sans réussir à aller vers quelque part, non ?
Et il se trouve que dans l'enquête de terrain, on a vraiment pu voir ce processus à l'œuvre. Il y a l'épreuve dans le titre de la conférence, et je crois que c'est vraiment observer ce processus à l'œuvre. Donc cette personne me disait qu'en fait, elle avait découvert un mode d'être qui la faisait rêver, qui était celui des militants qui dirigeaient le mouvement, qui étaient des gens qui parlaient très bien, qui étaient très, 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 très sûrs d'eux-mêmes, qui avaient acquis une certaine puissance, qui l'interpellait. Mais son problème à cette femme-là, c'est qu'elle vivait dans une famille avec un mari et des enfants, et que sa famille l'empêchait de participer au mouvement parce qu'il ne voulait pas la laisser sortir de chez elle, et que son mari la battait pour qu'elle arrête d'aller à ces manifestations, et ses enfants aussi l'empêchaient physiquement d'aller aux manifestations. Et la seule solution qu'elle avait réussi pour pouvoir continuer, c'était de se lever à 4h du matin pour faire toutes ces tâches de femme au foyer. Et une fois que toute la nourriture était prête pour la journée, les habits lavés et tout préparé, à 8h, elle pouvait partir à la manifestation. Et là, éventuellement, donc, elle n'allait pas être violentée parce qu'elle avait rempli son marché. Et donc, ça m'a permis de faire un retour vers la philosophie et de me dire qu'on avait là une interprétation, j'ai envie de dire, de la figure de l'amphibie de Jacques Rancière, non ? Et que ces personnes qui avaient été prises dans l'engagement politique, elles étaient devenues des amphibies parce qu'elles ne pouvaient plus vivre la vie qu'elles vivaient avant dans leur rapport antérieur avec leur foyer, leur domesticité, leur rapport avec leur mari, leurs voisins. Elles ne pouvaient pas non plus adhérer à l'image qui leur était proposée, parce que c'était une image inaccessible, la figure du militant qui, de toute façon, est en général passé par l'université, qui vient souvent pas des mêmes strates sociales. Et donc, elle se retrouvait dans cette sorte d'entre-deux, en pouvant ni reculer, parce que c'était plus possible de retourner dans la cage, non, dans la caverne, j'ai envie de dire, mais elle pouvait pas non plus faire ce qu'il leur était dit de faire ce qui était proposé. Et donc, elle était dans cette sorte de tension, justement, de la nécessité de la réinvention d'un autre modèle, non ? Et malheureusement, la thèse s'arrête au moment... Enfin, la thèse n'observe pas, en tout cas, cette réinvention. Donc, c'est là aussi où le terrain vient mettre fin un peu au rêve de l'amphibie. On n'a pas réussi à le voir marcher, mais c'était le contrat, c'était un peu ça, c'est de respecter ce qu'on allait trouver. Et finalement, j'ai l'impression que ça donne aussi une image de cette pensée qu'on a essayé de faire dans cette thèse que j'ai essayé de faire, donc dirigée par Étienne, entre la philosophie et les sciences sociales, en me servant de la puissance lumineuse de l'une, de la philosophie et de la philosophie d'Étienne Tassin, et en me servant de tout ce que m'apprenait le matériau empirique que je relevais, pour pouvoir créer autre chose. Et ça m'a rappelé, quand je vous écoutais ce matin, ça m'a rappelé un livre qui va être présenté cet après-midi, qui est Les Diagonales du conflit, qui se finit par un glossaire de tous les termes intraduisibles entre la France et l'Argentine, quand on fait des enquêtes sur la politique entre la France et l'Argentine, du fait que ça nous oblige à faire des ponts entre des mots qui n'ont pas d'équivalent les uns avec les autres. Non ? Et je pense qu'il y a quelque chose de l'engagement, donc de l'engagement philosophique pour des observations, non, de pratiques, pour l'engagement philosophique sur le terrain. Et on en apprend quelque chose quand on traduit engagement par le terme espagnol qui est compromiso, qui est la traduction immédiate d'engagement. Et si on retraduit ensuite vers le français, eh bien compromiso, ça donne compromis. Non ? Et donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un nœud comme ça. C'est-à-dire que ce que j'ai appris avec Étienne, c'était que la philosophie, quand elle se déplace sur le terrain, elle s'engage, et en s'engageant, elle se compromet aussi, non ? Et elle fait des compromis et elle se compromet. Et donc c'est difficile, ça peut probablement écorner un peu les concepts et aboutir à des choses surprenantes et en tout cas risquées. Mais je pense qu'un des grands enseignements d'Étienne, c'est que si on ne le fait pas, c'est déjà perdu en fait. Donc il faut vraiment se risquer à cet engagement en se compromettant. Et c'est l'intérêt de cette recherche transdisciplinaire que j'ai pu réaliser avec Étienne. Yes.
D'accord, merci aux trois intervenants. Nous avons été tous les quatre étudiants d'Étienne et nous en avons gardé des choses différentes. Et je pense que c'était son esprit aussi que voilà, différentes manières d'aborder ce dialogue puissent féconder des pratiques de recherche. Donc la parole est à la salle pour un quart d'heure. Nathalie. Bon, du coup, on prend plusieurs questions, comme ça on maximise. C'est pas une question, c'est plutôt un témoignage en écho à vos très belles interventions là, qui donc portent témoignage de l'immense pédagogue qui était Étienne. Une anecdote, je me souviens du moment où il s'est prêté à l'exercice au sein du laboratoire de changement social, à l'époque qui consistait à revenir sur son itinéraire de penseur et son itinéraire aussi universitaire sur sa vie. Et il y a eu un moment dans les questions où quelqu'un est revenu l'a interrogé sur l'enseignant qu'il était et sur sa capacité à marquer les esprits. Et il y a eu comme un silence dans sa réponse, il faudrait revoir la vidéo, et d'une manière très émouvante, Étienne avait dit « Je vous remercie pour cette question parce que c'est ce qui compte le plus pour moi ». Il avait fait comme silence, disons, pendant tout cet exercice sur son exercice d'enseignant. Et puis, voilà, au moment là, vraiment quelque chose comme un moment, disons, d'authenticité sur lequel il revenait vraiment avec beaucoup de discrétion sur ce qui comptait le plus pour lui, c'est-à-dire son engagement d'enseignant. Et puis, je voulais faire aussi témoigner, disons, Étienne n'a pas marqué seulement, n'a pas été prof que dans des lieux où la pensée s'exerce noblement. Il a formé aussi des gens qui aujourd'hui sont à des postes auxquels on ne pense pas immédiatement quand on pense à Étienne Tassin. Il a été prof pendant plusieurs années à Dauphine. Et moi, je connais bien des gens qui l'ont eu comme prof à Dauphine alors qu'ils se préparaient aux écoles de commerce et qu'ils étaient aussi loin que possible de la philosophie. Ma sœur en était il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et quand elle ne préparait pas à HEC, dans ses valises, elle emmenait Hannah Arendt. Elle lisait Hannah Arendt en vacances à la plage sur les conseils d'Étienne Tassin. Et au moment où je me suis fait l'écho de sa tragique disparition l'année dernière, les amis, les gens qu'elle connaissait dans son réseau, qui aujourd'hui font du marketing, de la finance, d'autres choses, parce que voilà, comme les économistes, les philosophes dont vous parliez, qui avaient déjà fait leur chemin et qui se sont pas convertis au moment d'Étienne Tassin, ils étaient déjà formés, ils n'ont pas changé, mais par contre ils ont été profondément marqués. Et il y avait toute une série de témoignages au moment de sa disparition qui disaient « c'est l'homme qui m'a fait découvrir la pensée, qui m'a fait découvrir la philosophie, qui m'a fait découvrir Hannah Arendt. Je me souviens encore de son incitation à être libre ». Au moment où je préparais les écoles de commerce, et ça, j'ai eu beaucoup de témoignages en la matière. Et du coup, c'était comme à la fois une infinie tristesse et aussi d'une grande consolation que d'imaginer que la lumière de la pensée d'Étienne s'était pas éteinte avec sa disparition et qu'elle continuait. Vraiment, encore une fois, ça peut sonner vraiment comme un cliché, mais je crois que les innombrables témoignages de gens qui sont placés à des endroits qu'on ne soupçonne pas, encore une fois, dans des grandes entreprises, à des postes de marketing, et qui se souviennent avec émotion d'Étienne Tassin, non seulement de son magnétisme et de son charisme, mais surtout de son incitation à penser, à exercer politiquement la pensée, à être libre. Ça, c'était d'une grande consolation. Et moi, je pensais souvent, bon, ça c'est un tropisme, à cette très belle fable, ce film de Capra que vous connaissez sans doute, La vie est belle, dans lequel on imagine ce que serait une petite société, une petite ville américaine, si un homme n'avait pas existé. Et on voit, disons, les dommages, je veux dire, d'une vie modeste, peut-être sans doute bien plus modeste que celle d'Étienne Tassin. On voit les dommages qu'aurait causé son inexistence. Et moi, je pensais sans cesse à cette fable quand Étienne a disparu, au moment où on recevait ces témoignages, vraiment, et qui passait surtout, encore une fois, par sa capacité de pédagogue, d'enseignant, son magnétisme. C'est-à-dire, il y a vraiment, le monde serait moins lumineux
aujourd'hui bien moins lumineux si Étienne n'avait pas été là. Voilà. Est-ce que je peux juste une remarque là-dessus, puisqu'il n'y a pas d'autres questions? Enfin, juste pour compléter, je crois que un des rares corps de métier auxquels Étienne n'a pas enseigné, c'est les journalistes. Et ce qui fait qu'à son décès, il y a certains journalistes qui se sont étonnés. Moi, j'ai eu un échange avec Sonia Faure, par exemple, de Libération, à qui j'avais écrit pour la remercier du texte qu'elle avait publié de Sonia Dayan, Herzbrun, voilà, pour le portrait de qui était Étienne. Et Sonia Faure m'a dit... oui, écoutez, je suis étonné, je reçois pas mal de réactions. Je me rends compte que ce philosophe, donc, qui lui était inconnu jusqu'à présent, semble avoir marqué beaucoup de gens. Voilà. Parce qu'ils ont été étonnés, elle avait été étonnée des réactions sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de l'article, de pas mal de personnes, pas du tout universitaires ou autres, mais qui disaient « Ah, je l'ai eu comme prof, mon Dieu, c'est le meilleur prof que j'ai eu, etc. » Bon, et voilà, ça corrobore exactement ce que vous disiez. Et parfois, ça crée des liens inimaginables. Quand j'ai connu ma compagne actuelle, elle avait suivi les cours d'Étienne Tassin. Voilà, probablement, je ne serais pas avec elle si elle n'avait pas connu Étienne Tassin. Elle était la babysitter de Lys. Donc, bon. Ah bah ouais. Peut-être dimanche, on va élargir le colloque au récit intime de la présence d'Étienne. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, on peut peut-être clore la matinée et puis on se retrouve à 14h30. Voilà.